Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la Cyber, le seul podcast qui décrypte pour vous les enjeux de cybersécurité de façon décomplexée. À nouveau pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Franck Rouxel, cofondateur de l'Agora RSSI CISO. Merci Franck d'être avec nous pour cet épisode. On va parler d'un sujet que tout le monde connaît. On va essayer de faire tenir ça en 25 minutes. On va parler aujourd'hui de souveraineté. C'est pour ça, j'annonce tout de suite, tu vois, le timing. Challenge. Tout Voilà, le monde est parti comme ça, là. c'est un vrai challenge. Voilà, tout le monde a coupé l'application d'écoute et tout le monde nous a quittés. Non, on va arrêter ensemble pendant 25 minutes. On va essayer de couvrir ce sujet très global qui nous concerne tous, de souveraineté. Alors, on en parle tous, mais on va essayer de redéfinir ensemble ce qu'est vraiment la souveraineté et puis les enjeux qui sont associés à cela. D'abord, comme toujours, je te demande ta définition de la souveraineté. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce périmètre de souveraineté? Parce qu'on entend finalement, comme je le disais, tout le temps parler de souveraineté. Tout est souveraineté, voilà. Il y a quoi? C'est quoi ta définition? Et c'est quoi le périmètre de la souveraineté? T'as raison de le dire, ça a été utilisé à U et à dia souvent, notamment dans la cyber et sur les aspects numériques en France. Pour moi, la souveraineté, c'est en tant qu'entité, organisation, État, entreprise, etc. Préserver ma capacité de décision. Ok. C'est de l'autonomie de décision. Donc ça s'oppose à l'ingérence. Ça s'oppose à l'ingérence ou à la capacité que j'aurais de te contraindre à, parce que l'ingérence à la limite est subtile, Ouais. mais je peux te contraindre, on le voit assez avec l'actualité dans les approches à la Trump, donc c'est d'éviter en tout cas ou d'avoir les moyens de ne pas se laisser contraindre et d'avoir ta liberté de décision à un instant T, que ce soit de niveau entreprise ou que ce soit un État. On parle plus souvent de souveraineté quand on parle de l'État bien sûr, mais voilà en gros quoi. Alors, ma question va être très bateau, mais j'aime bien revenir au basique. Pourquoi les entreprises, les États, courent après cette souveraineté? Je sais pas. Alors, les États, c'est normal. Ouais. Enfin, c'est normal. En tout cas, pour moi, c'est normal, mais c'est peut-être par déformation liée à mon expérience, qu'un État qui est finalement je dirais, le pilote de la nation et en qui le peuple a confiance dans un État démocratique. C'est pas forcément la seule version qui existe au monde en termes d'approche, mais en tout cas, celle-là me convient. Il est logique, quelque part, en tant qu'État, de chercher à être souverain. C'est après l'histoire des puissances, des luttes entre puissances, de la géopolitique, etc. etc. Donc là-dessus, somme toute, quelque chose de très normal. Au niveau des entreprises, c'est une capacité à maintenir ta compétitivité et à assurer ta survie d'une certaine manière. Dans le sens où si on peut te contraindre, que ce soit un compétiteur ou un contexte, finalement, ça peut avoir un impact fort sur ton business, sur ta survie ou autre. Donc, mais du point de vue de l'entreprise, ça va plus se traiter sous l'angle... l'État doit mettre les conditions qui permettent finalement aux entreprises de son pays et donc finalement à la valorisation des savoir-faire et à la collecte de l'impôt en sous-jacent, etc., à la réussite de ces entreprises. Donc d'amener les conditions nécessaires, on va dire, de l'émergence des moyens suffisants pour assurer, je dirais, un niveau d'autonomie et de capacité de décision des entreprises. Après, aux entreprises derrière, et c'est plus difficile bien sûr quand on est une entreprise d'ordre mondial, de diversifier ses suppliers, de faire attention à ses fournisseurs. On peut prendre un cas dans le numérique récent qui a fait quand même mal à beaucoup de monde, VMware. Ouais. Broadcom qui prend tout le monde à la gorge en disant bonjour. Certains DSI nous parlaient d'un rapport de 1 à 10 entre la facture avant et après. Là, on voit bien qu'il y a des aspects de souveraineté de l'entreprise, en tout cas de maîtrise de ses coûts et de son futur, parce que mine de rien, c'était quand même toute l'IT de l'entreprise, qui est à maîtriser. Au-delà de la notion de cybersécurité, bien sûr, on va reparler de la cybersécurité / souveraineté. J'ai un peu le sentiment aujourd'hui que la souveraineté, elle n'existe pas ou plus trop, que ce soit d'un point de vue... alors, je vais parler du secteur privé, que je connais davantage que le secteur public, mais j'ai l'impression que finalement, on est
aliénés à l'ouest, à l'est, même au sein de l'Union européenne. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que on doit défendre une souveraineté française? Est-ce qu'on doit défendre une souveraineté européenne? Est-ce qu'elle existe encore vraiment, cette notion de souveraineté aujourd'hui? Au sens de l'État, là, Au sens de l'État, oui, tout à fait. C'est une bonne question. Bon, c'est limite politique, là. Ouais. Est-ce que on peut considérer que sur les 20-30 dernières années, on a eu, quand on parle de désindustrialisation, quand on parle de vente de bijoux de famille, etc., est-ce qu'il y a eu une défense par les gens au pouvoir de ce qui permettait d'avoir, je dirais, une souveraineté française? Ça, c'est le premier point. L'Europe, c'est un autre point. En fait, l'Europe, c'est une délégation de souveraineté. Ouais. Donc on se dit qu'en mettant en commun des choses, on va finalement être plus fort ensemble sur les aspects qu'on a délégués. Maintenant, l'euro-puissance se manifeste surtout, et l'histoire le montre, dans les crises. Ça tombe bien, on risque d'en prendre de plus en plus. Donc, dans tous les cas, on verra ce que l'histoire donne. Mais bon, il est probable qu'à un moment, culturellement, politiquement, parler de souveraineté, c'était plutôt connoté politiquement, et donc c'était aller contre la mondialisation, contre... Mais on peut vraiment lutter contre ça? Pardon, je suis un peu pessimiste, mais est-ce qu'on peut vraiment lutter contre ça? On a parlé de Nice 2, on a parlé d'IA, Ouais. on a parlé de législation. Tous ces investissements-là qui sont faits servent finalement des supports qui ne sont pas nationaux, voire même européens. L'IA, par exemple, c'est de la donnée qu'on confie à des entreprises étrangères. Est-ce que cette souveraineté, elle peut encore exister? Elle peut, enfin en tout cas moi je suis convaincu qu'en France il y a, si tu regardes sur tous les, prenons le cas de l'IA, il y a des chercheurs français dans à peu près toutes les startups américaines, Ouais. qui viennent d'ailleurs s'installer. Oui, mais l'IA, elle est hébergée on parle des États-Unis par exemple, mais il n'y a pas que l'IA dans ces cas-là, elle est hébergée aux États-Unis. Alors, les data centers qui permettent d'entraîner les modèles, Ouais. etc., sont pour la plupart aux US, et ils investissent encore massivement. On a encore vu les annonces de Trump sur Stargate, etc., 500 milliards sur la construction de ces infras-là. Ouais. Pour autant, si tu regardes le modèle chinois qui, avec DeepSeek, finalement avec peu de moyens, a une approche plus intelligente, contraint par finalement les embargos US et a une approche complètement différente. Les Chinois sont assez souverains, finalement. Oui, mais finalement, il serait intéressant qu'on regarde, parce que la voie qui dessine est une voie qui pourrait très bien être mise en œuvre chez nous, parce que ça demande moins de moyens techniques, c'est surtout de l'intelligence dans la capacité d'utiliser ces ressources plus limitées. Et c'est du savoir-faire et du partage. C'est une approche très open source là, en Chine, où ils ont fait des alliances entre boîtes chinoises, Alibaba, etc., pour développer ce modèle-là. On a ces moyens-là en France. Et si tu regardes l'histoire du numérique, même sur les 20 dernières années, sur les grandes boîtes américaines, etc., tu as souvent des Français. Donc le sujet, j'en reviens plutôt à ce qu'on disait en préambule, c'est-à-dire que l'État mette les conditions nécessaires à l'émergence d'un microcosme qui dépasse juste le savoir-faire des gens, parce que sinon, effectivement, c'est pas du vol de savoir-faire, mais finalement, ces savoir-faire français qu'on sait encore faire, développer, ne nous profitent pas, et donc à terme, c'est pas une pente, c'est pas un trend positif, quoi. Tu considères qu'on est encore souverain aujourd'hui, à la fois en France et puis en Europe? Et là, je mets dans le même sac le secteur public et le secteur privé. Je pense qu'on est challengé sur... alors, reviens à ma définition. C'est ton autonomie de décision. Encore faudra-t-il que tu saches où tu veux aller. Ouais. Donc c'est une notion de projet, de vision, et d'une capacité à projeter un futur vers lequel il faudrait aller. Là, on pourrait considérer que, on cherche
Finalement, au niveau européen, tous ensemble, etc., on sait qu'en tant qu'État seul, si je prends que la France, c'est plus suffisant, et donc la taille critique, il faut l'Europe. Cette masse critique, on n'a pas encore réussi à lui donner les propriétés qui ont une masse critique à l'américaine ou à la chinoise. Donc il y a ce sujet-là, et finalement, d'un futur qui ne soit pas finalement celui d'avoir moult réglementations nouvelles, diverses et variées, comme on a pu l'évoquer, mais finalement de quel est ce futur et quels moyens on se donne et quelle est la stratégie, donc d'avoir une vision stratégique là-dessus. Et pourtant, j'ai l'impression... C'est ça le fond. Pourtant, j'ai l'impression qu'on met des milliards sur la table pour entretenir cette souveraineté. Oui, c'est ça en fait, c'est rien par rapport aux autres. Si tu regardes, on l'a vu, si on revient sur par exemple, la capacité à faire émerger des startups avec tout le côté French Tech, etc. Mais on a des startups, on a reçu d'ailleurs à l'Agora RSSI ou des startups françaises. Mais pardon, mais à chaque fois que les startups sortent du bois et deviennent grandes, elles sont rachetées par des entreprises étrangères. C'est ça. Et donc là, on rentre sur la logique des moyens. Oui. Et alors, est-ce qu'on peut avoir les mêmes moyens? Est-ce que demain, on peut mettre autant de milliards? Pardon, mais d'abord, si on regarde là aussi encore une fois à l'ouest, et pour autant, les États-Unis, je ne les considère pas comme un ennemi et je ne pense pas qu'il n'y ait que l'on puisse considérer comme aller contre les intérêts de la France. Mais eux, par exemple, ils ont les fonds de pension. Les fonds de pension, ils ont des milliards à dépenser pour investir. Nous, on n'a pas ça aujourd'hui en France et en Europe. En Europe, il y en a un. Oui. Le plus gros fonds de pension, entre guillemets, on va dire fonds souverains plutôt d'ailleurs, parce que maintenant on parle plutôt des fonds souverains donc qui sont surtout en Arabie Saoudite, Singapour, effectivement aux US, etc. Mais un des plus gros au monde, si ce n'est d'ailleurs le plus gros, il est norvégien. Ouais. Donc mais il est norvégien. Enfin, il y a plus de startups qui se font racheter par des boîtes américaines que par des boîtes norvégiennes. Oui, mais alors, il y a le sujet des moyens, et il y a le sujet de la vision dans le fait d'investir. Il y a des gens, même là actuellement sur l'IA, une connaissance me partageait qu'un ami à lui qui avait un projet de start-up et donc il a monté et qui cherchait à faire une levée de fonds. En France, non, ça a été pris, il y a eu Mistral, il y a eu les quelques joueurs, c'est fait, on considère qu'on a nos champions, donc on lui dit merci, au revoir, il a fait quoi? Il est parti aux US et il a levé 27 millions en premier tour, ce qui n'est pas rien. Donc ils sont, c'est aussi une culture risque, finalement finalement, on est nos propres victimes, quelque part. Oui, on est victime de notre absence d'appétence au risque. On aime bien se préserver, on aime bien protéger. Et là, finalement, tout secoue et il va falloir bouger. Donc, il va falloir, quelque part, réapprendre culturellement à prendre des risques. Alors, une fois qu'on a dit ça, que finalement, on n'a pas les mêmes moyens que les US ou d'autres pays, les entreprises, les entreprises du CAC 40, du SBF 120, elles peuvent faire davantage, elles peuvent être utilisatrices de sociétés françaises qui sont novatrices. Tu parlais de start-up. Encore une fois, il y a des start-up formidables qui sont créées en France et plus largement en Europe avec des très très belles solutions. Les entreprises, c'est quoi leur rôle là-dedans? Les DSI, les RSSI qui nous écoutent, c'est quoi leur rôle là-dedans? Je ne sais pas si les DSI... Alors, si les DSI et les RSSI peuvent montrer l'intérêt. Parce que, dans la start-up, encore faut-il qu'il y ait une valeur. Quelque chose qui en sort et qui fasse sens. Donc, là-dessus, finalement, c'est le côté early adopter. Le sujet serait de dire aie confiance et prends des risques sur certaines solutions si tu penses qu'elles ont une vraie valeur, quand bien même ce soit une start-up. Ce n'est pas toujours évident parce que tu peux avoir des directions des achats qui vont dire mais oui, mais le truc, il n'est pas safe, etc. Il ne coche pas toutes les cases, donc on ne peut pas y aller. Mais je dirais qu'il y a un peu ce rôle-là chez les gens du métier. Après, sur l'aspect entreprise, il y a des entreprises en France qui investissent dans des startups, etc., qui mettent derrière. Maintenant, on voit bien qu'en France, quand il a fallu faire émerger ces sujets-là, et dès lors qu'il faut vraiment aligner quelque part, c'est BPI, il y a l'État derrière, etc. Aux US, le gros des levées de fonds, les VC, c'est privé, c'est pas l'État qui on n'a pas assez de fonds privés en fait qui investissent. Donc est-ce que ces boîtes, ces entreprises devraient investir elles plus
Pour ça, il faudrait qu'elles aient confiance, qu'elles aient envie. Il peut y avoir un sujet de mindset. Bon, là, je vais peut-être être un peu provocateur et me faire des ennemis, mais si on regarde aux États-Unis, bon, je prends l'exemple des États-Unis, mais même en Chine, je pense par certains côtés que ce serait pas déconnant. Les 10 premières capitalisations aux États-Unis, globalement, ont quoi, 10 ans, allez, moins de 20 ans, moins de 20 si ans on d'existence. met Facebook et... tu prends le CAC 40, le gros des entreprises sont... Ouais. Elles sont quoi? Je ne veux pas dire centenaires. Enfin, si, il doit y en avoir qui sont Oui, centenaires oui, d'ailleurs tout à dans fait, le lot. oui. Mais on est sur des... alors, elles sont éminemment respectables, bien sûr. Mais le fond de l'affaire, c'est qu'elles fonctionnent sur leur business. Ouais. Et donc, on est encore sur je dirais, des business qui sont anciens, qui fonctionnent, etc. Mais où on n'est pas en captation de la valeur, là où, si tu prends les US, le gros des boîtes sont là pour investir, que ce soit un Google, un Apple, un machin, etc. Ils y vont à fond parce qu'en fait, ils sont en compétition. Ouais. C'est pas si je caricature, enfin, je sais pas si l'image est la bonne, mais LVMH, la force d'LVMH, c'est les savoir-faire. Donc, ils vont pas aller... Enfin, l'investissement dans les startups, si ça a du sens, bien sûr, dans leur business, ils vont le faire, mais est-ce que c'est leur rôle est-ce qu'ils vont se sentir dans le rôle de dire je vais être un VC pour des startups, quelles qu'elles soient c'est pas leur business, donc ça a pas de sens peut-être pour eux. Donc, je ne sais pas. J'ai pas de solution et je pense que si on l'avait, c'est pas moi qui... Enfin, voilà, on l'aurait mis en œuvre depuis longtemps. Mais pour moi, il y a un sujet culturel. On n'a pas d'appétence au risque. Donc ça, c'est des choses qui sont connues, c'est pas nouveau. C'est la logique de savoir investir. Souvent, quand on parlait des startups, on disait en France, j'ai mis 1 million. Ouais, super, mais en fait, quand nous, on mettait 1, en fait, aux US, c'était 10. Quand on s'est dit, regardez, on met 10, mais ils sont passés à 100. Donc, en fait, on a toujours un train de retard. Dans cette approche-là. Et il n'y a pas de... Encore une fois, c'est très national, ce que je décris là. Bien sûr, au niveau européen, il y a des programmes, mais bon, c'est pas... on n'a pas vu d'émerger de programmes européens, de start-up européennes, ou que sais-je, quoi. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour être davantage souverain? Allez, je parle même pas de la France, je parle de l'Europe. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Bon, une fois qu'on a listé les problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une bonne question. Je dirais que moi, dans les sujets premiers, enfin, de quelle souveraineté on parle? Si c'est celle des pays, les circonstances vont faire qu'ils vont devoir réagir d'eux-mêmes, sinon on sera vassaux et puis le sujet est réglé. Tu penses qu'on est en danger aujourd'hui sur ces questions de souveraineté? On est... Enfin, je suis convaincu, mais c'est un point de vue très personnel, que le numérique, l'IA sont des moyens nécessaires pour continuer à ne serait-ce que maintenir un système social comme le nôtre, etc. Il faut développer de la valeur indépendamment des gens. Donc, il faut aller chercher une démultiplication. Et la démultiplication, je la vois que sur le numérique, avec un catalyseur supplémentaire sur l'IA. On peut étendre ce sujet-là à l'échelle de l'Europe, il y a quand même des valeurs communes. Donc, si on ne le fait pas, à un moment, oui, il y a un risque de déclassement, mais qui n'est pas nouveau, qui est identifié. On était, je ne sais plus combien, enfin, je ne vais pas faire notre déclassement mondial petit à petit, mais enfin, voilà, on n'est plus dans le même concert des nations que celui qu'on était. Maintenant, est-ce que la situation est... il ne faut pas être défaitiste. Ce n'est pas parce que la situation n'est pas... Est-ce que j'ai l'impression qu'on est un peu défaitiste, finalement? Voilà, je ne suis pas forcément défaitiste dans le sens où, je ne sais pas si je le dis très grossièrement, je laisserai les historiens me corriger, mais enfin bon, on n'était quand même pas au meilleur de notre forme au sorti de la Seconde Guerre mondiale et on a quand même bien su décoller derrière. Donc voilà, c'est plus... on a encore des opportunités, je pense que l'IA en fait partie. On a des vrais savoir-faire, on a des potentialités. Maintenant, effectivement, il y a un sujet pour que tout ça puisse s'articuler et commencer à démarrer, à s'enflammer, quoi. Et les entreprises, elles, comment elles peuvent accélérer, renforcer leur souveraineté? Là, c'est plus compliqué en l'occurrence, parce que et on va voir comment ça se passe, notamment avec, j'ai perdu le nom, mais Trump est en train de couper les vivres au programme qui faisait qu'on avait le droit d'échanger des données personnelles avec les États-Unis, pour le dire très très court. Donc les entreprises, elles sont
c'est business first. Donc finalement, par certains côtés, tu n'as pas forcément d'âme à avoir sur les moyens que tu utilises, quels qu'ils soient. Je pense au cloud. Je veux dire, je ne vais pas me poser question en tant qu'entreprise d'utiliser Microsoft Office 365 parce que ce serait US. Sauf si j'ai peur de quelque chose, et dans ce cas-là, bon, c'est un autre sujet et j'investis. Mais non, je dirais que c'est de la maîtrise de tes suppliers. Et surtout, finalement, comme tout peut changer vite, comme on l'a vu avec Broadcom et VMware, même si on avait prévenu l'Europe qu'il y avait un risque, etc., c'est d'avoir une approche très, très modulaire où tu as une veille finalement permanente de dire et puis est-ce que je peux basculer, est-ce que je peux pas basculer, d'avoir davantage d'agilité finalement dans la contractualisation qu'on peut avoir avec les fournisseurs. Ça, c'est une piste importante. Alors, il y a un autre sujet aussi pour finir sur le thème de la souveraineté. On tape souvent sur les entreprises qui ne choisissent pas de solutions françaises. Et d'ailleurs, on entend, et à juste titre, quand il y a un marché qui est ouvert, un appel d'offres, il y a 4 entreprises. Dans les 4, il y en a une qui est française, 3 autres peut-être étrangères et ou américaines. Et finalement, on va dire, un tel, il n'a pas choisi l'entreprise française. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que finalement on doit les blâmer, ces entreprises qui ne choisissent pas de solution française? Ou est-ce que finalement c'est un petit peu comme la discrimination positive? C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit avoir une discrimination positive? Est-ce que tu es pour ou contre? Pour poser ma question très clairement, ou pas? Alors on remarque quand il y a un bad buzz, on va dire, sur un acteur qui choisit un fournisseur d'une nationalité qui ne convient pas à certains. Très souvent, c'est entité régulée, voire l'État. Oui. Pas que, parce que même les entreprises privées qui... entité régulée, je sais pas, comme il y a eu par exemple... tout le monde a crié au loup quand EDF a voulu, avec Amazon, gérer ses pièces, etc. Mais ça reste une entité régulée. Oui, bien sûr. Parce que je pense pas... déjà, il faut que ce soit visible. Donc, en général, ça s'appelle l'offre publique. Donc, c'est pour ça qu'on voit dans le champ de la régulation. Je suis là-dessus, j'allais dire pro-business. On me dit souvent il y a des alternatives françaises. J'ai quand même eu à gérer, dans mon expérience passée, un système d'information d'une taille relativement massive, avec des vrais enjeux de souveraineté et des players de toute nationalité, dont français. S'il y avait des alternatives françaises à ISO Service, n'importe qui, parce qu'en France, il y a des études qui le montrent, dans les appels d'offres, on est plutôt franchouillard, quoi. C'est-à-dire qu'on a une lecture... On a envie de nos solutions, quoi, entre guillemets. Donc, on est enclin, naturellement, on est un peu les moins ouverts vers des trucs extérieurs. Mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose quand même d'équivalent en termes de service. J'ai un service à rendre. Je te prends un exemple. Quand il y a eu, j'ai adoré la phrase de Sébastien Lecornu sur l'histoire de l'appel d'offres du ministère des Armées sur les clusters d'IA qu'ils avaient commandés. La souveraineté n'est pas une rente de situation. C'est-à-dire que si tu arrives en tant qu'acteur français en te plaignant qu'on t'a pas choisi, mais le vrai sujet c'est pourquoi on t'a pas choisi, quoi. Est-ce que tu rends le service, est-ce que tu es au prix, etc. Et là, si c'est pour râler, alors certes, il y a des acteurs US par exemple qui sont picousés, subventionnés, etc. sur certains sujets. On parle souvent d'Elon Musk avec la NASA qui a quand même mis un paquet de billets pour que comment s'appelle son entreprise Star, je suis fatigué là. Attends, on va la refaire. C'est quoi? C'est Star, hein, tu vois, toi aussi. C'est Star merdier, quoi. J'allais dire Starship, mais c'est pas Starship, bordel de Dieu. C'est pas Stargate. C'est quoi sa boîte à l'autre là, putain? Starlink, c'est les satellites. Ouais, bon, c'est un autre. Putain, c'est quoi son truc là? On voit ses fusées partout et on est incapable de citer sa boîte, quoi. Putain, enculé.
Bon, bref, c'est pas grave. Je vais pas prendre ce rebond là. On va Je partir. sais plus comment on le... Non, Starlink, c'est la partie. Non, le programme de fusée, là. Toutes ces fusées de l'espace, machin, etc. J'ai envie de dire Starship Troopers, ça, forcément, j'ai mal fagoté, mais c'est pas grave. Alors, faut que je reprenne pour que la coupure soit propre. C'est pas SpaceX? SpaceX, merci. Ah putain, je suis fatigué. SpaceX, putain. Je rebranche où? Tu peux nous remettre le... La question? Ouais. Prise Star, je suis fatigué là. Oui. Est-ce que tu rends le service? Est-ce que tu es au prix, etc. Si ça rentre, je te prends un exemple. Quand Pour le jeu, quoi. on est plutôt franchouillard, quoi. C'est-à-dire qu'on a une lecture. On joue le jeu, quoi. On a envie de nos solutions, quoi, entre guillemets. Donc, on est enclin, naturellement, on est un peu les moins ouverts vers des trucs extérieurs. Mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose quand même d'équilibré. Non, mais là, t'étais pas mal, vas-y. On va reprendre après, parce que... Mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose quand même d'équivalent en termes de service. J'ai un service à rendre, je te prends un exemple. Quand il y a eu... j'ai adoré la phrase de Sébastien Lecornu sur l'histoire de l'appel d'offres du ministère des Armées, sur les clusters d'IA qu'ils avaient commandés. La souveraineté n'est pas une rente de situation. C'est-à-dire que si tu arrives en tant qu'acteur français en te plaignant qu'on t'a pas choisi, mais le vrai sujet c'est pourquoi on t'a pas choisi, quoi. Ouais. Est-ce que tu rends le service, est-ce que tu es au prix, etc. Et là, si c'est pour râler, alors certes, il y a des acteurs US par exemple qui sont on va en réembrancher avant. picousés, subventionnés, etc. sur certaines des armées, sur les clusters d'IA qu'ils avaient commandés. On a envie de nos solutions, quoi, entre guillemets. Donc on est enclin, naturellement, on est un peu les moins ouverts vers des trucs extérieurs. C'est pas super clair. Hein. T'es d'accord? Ouais. Donc je reprends au cul de Sébastien Cornu par là. Ça te va? Ouais. Entreprises qui ne choisissent pas de solution française, ou est-ce que finalement c'est un petit peu comme la discrimination positive, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit avoir une discrimination positive? On va la reprendre après la question, ouais. Remets la question et il enchaîne. C'est ça. Putain, on n'était pas inspiré sur l'assurance cyber. Hein. On a très peu de questions. Si tu veux, on la saute pour l'instant. Hein. L'interview, j'entends. On va voir. On peut se laisser le temps de rebosser un peu le sujet, parce que là on a déjà du contenu. Hein. Là on a 25 minutes. Ouais, on a 3 interviews, tu vois, si je fais des mini-vidéos. Ah oui, t'as de quoi faire. Est-ce que vous voulez réécouter la question avant de répondre? Ouais, il va réécouter la... Ouais. Tu me dis juste si... Alors il y a un autre ouais. sujet aussi pour finir sur le thème de la souveraineté. On tape souvent sur les entreprises qui ne choisissent pas de solution française. Et d'ailleurs on entend, et à juste titre, quand il y a un marché qui est ouvert, un appel d'offres, il y a 4 entreprises, dans les 4, il y en a une qui est française, 3 autres peut-être étrangères et ou américaines. Et finalement, on va dire, un tel, il a pas choisi l'entreprise française. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que finalement on doit les blâmer, ces entreprises qui ne choisissent pas de solution française? Ou est-ce que finalement c'est un petit peu comme la discrimination positive? C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit avoir une discrimination positive? Est-ce que tu es pour ou contre? Pour poser ma question très clairement, ou pas? Donc sur certains sujets, je suis intégralement pour. Parce que même si l'acteur français est moins performant qu'un acteur autre, ça a du sens parce que là, il y a un vrai enjeu critique pour une fonction donnée, que ce soit l'État ou une entreprise régulée ou autre. On peut penser
aux fameuses génératrices pour les centrales nucléaires où on avait perdu une composante de souveraineté qui piquait quand même, donc qui avait été revendue et où là tu te dis si je la conserve pas, là je perds vraiment en souveraineté. Par contre, être dans une critique systématique du choix du nom français parce que non français, non. Alors souvent, ce que je disais, ce que j'ai dit par le passé, c'est quand quelqu'un me présentait ses solutions aux produits, je dis mais dis-moi ce que tu fais, dis-moi comment tu te différencies des autres, quelle est finalement ta valeur ajoutée, et après, finalement, si tu es français. C'est cherry on the cake, c'est génial, ça coche toutes les cases. Mais le premier sujet, quelle que soit finalement l'entité, il faut bien que le truc réponde à ton besoin. Et c'est là où je suis pas forcément convaincu par les approches. Souvent, on parle aussi beaucoup de Secnum Cloud versus les hyperscalers, etc. Oui, certes, mais on parle pas non plus des mêmes catalogues de services. Donc il faut être objectif, c'est-à-dire il faut pas non plus. Ils sont très forts en marketing, les Américains, ils sont vraiment très très bons sur l'approche storytelling, etc. Et on se laisse bien emballer dans je dirais ces stratégies parce qu'ils sont forts en commerce. Donc, mais j'ai envie de dire apprenons à être aussi bons finalement en commerce. C'est une compétition. Enfin, on est quand même dans une logique libérale. Et en tout cas, je garde en tête. La phrase de Sébastien Lecornu qui était dans le débat sur le choix de l'acteur pour l'achat des GPU pour le ministère des Armées, que la souveraineté n'est pas une rente de situation, c'est-à-dire je ne vais pas acheter français parce que tu es français, c'est pas une condition, ça peut, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Voilà quelques pistes qui, j'espère, feront réfléchir les DSI, les RSSI, les experts en cybersécurité qui nous écoutent. Merci Franck Rouxel d'avoir répondu à mes questions sur ce thème de la souveraineté. Merci à vous de nous avoir écoutés et suivis pour cet épisode du podcast Les Enfants de la Cyber, le seul podcast qui décrypte pour vous les enjeux de cybersécurité de façon décomplexée. Merci, à bientôt. À bientôt.